Donc nous allons discuter du cancer localisé de la prostate, du cancer à haut risque, qui est une forme que vous connaissez, avec peut-être un cas clinique pour se mettre dans une ambiance de vraie vie, avec un patient qui est un patient que j'avais vu en consultation, jeune, avec un cancer de la prostate, vous voyez, pas trop grave, un PSA 8, 2 biopsies positives, mais des biopsies positives avec un score 8 de Gleason, donc finalement un patient qui est à haut risque. Il a un bilan d'extension qui est négatif, une scintigraphie qui est normale, un scanner qui est normal. Et est-ce que vous faites plus? Est-ce qu'il faut faire de l'imagerie métabolique? Younes? Non, pas forcément. S'il a déjà eu sa scintille et son scan, moi je ne le fais pas parce qu'en fait, faire de l'imagerie métabolique, on peut trouver des choses, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va changer nos pratiques. Exactement, c'est ça. Donc en fait, le bilan standard, pour que les choses soient très claires, le bilan standard, c'est encore la scintigraphie, c'est encore le scanner qui permet d'avoir une imagerie. Mais on a dans les recommandations du CCAFU une option qui est le PET-PSMA, dont on sait qu'il a une meilleure détection que le bilan standard. Alors évidemment, quand on parle d'imagerie métabolique, quand on parle de scintigraphie, d'imagerie nucléaire, on parle de scintigraphie, on parle de TEP à la choline, on parle de TEP au PSMA. Et en fait, on ne regarde pas la même chose puisqu'il y a un examen d'imagerie qui va être le reflet de la réaction ostéoblastique, un autre examen qui va être un reflet du renouvellement des membranes, alors que le TEP-PSMA, lui, témoigne de la surexpression d'un récepteur au niveau cellulaire, au niveau de la membrane. Donc en fait, on ne parle pas de la même chose. Et ce qui supporte ces recommandations, ce qui est quand même un point important, c'est cet essai PRO-PSMA, qui est un essai qui a regardé les cancers de prostate à haut risque avec un groupe avec un bilan conventionnel et un groupe avec le PET-PSMA. Et ce qu'on retrouve dans cet essai, qui est très important puisque ça a changé, ça a modifié les recommandations, c'est que le PET-PSMA fait mieux en termes de détection des ganglions, en termes de détection des métastases. Alors, en termes éventuellement même de modification des pratiques. Donc c'est vrai que c'est mieux et probablement dans l'avenir, c'est ça qu'il faudra utiliser. Mais ce que disait Younes est tout à fait exact, c'est que pour l'instant, si on réévalue nos patients, le patient qu'on a vu avec un bilan d'imagerie métabolique, on va voir les choses de façon différente. On va voir peut-être un patient qui n'avait pas de métastases avec des métastases. On risque de changer nos pratiques sans que pour autant ces changements de pratiques soient étayés par un rationnel fort sur le plan scientifique. Donc c'est tout le paradoxe de l'imagerie métabolique actuellement, qui est pour autant quelque chose qui est très performant sur le plan de l'évaluation des métastases, les ganglionnaires ou osseuses. Par contre, sur le plan de l'imagerie locale, de l'extension loco-régionale, c'est bien l'IRM qui reste l'examen de référence. Alors on parle de ce patient qui a un cancer de haut risque. On parle de haut risque puisque quand on regarde la classification d'Amico, c'est un haut risque puisqu'il a un score de Gleason qui est élevé. Et en fait, quand on regarde toutes les définitions, que ce soit NCCN, que ce soit les définitions de l'EAU, que ce soit les définitions de CAPRA, c'est un haut risque puisqu'on retrouve toujours finalement les mêmes paramètres pour définir les patients dans des hauts risques. C'est un taux de PSA élevé et surtout ce Gleason qui est élevé, supérieur à 8. Et on peut même aller vers des définitions qui sont des très très hauts risques, dont celle de l'EAU, où on va inclure dans ces hauts risques localisés, localement avancés, des patients qui sont avec des tumeurs avec une extension T3, T4, une extension ganglionnaire. Et ces patients-là, il faut envisager pour autant le traitement local. Donc si on revient à notre patient, 52 ans, un cancer de haut risque juste sur le Gleason, finalement, on voit que c'est un patient qui risque de mourir de son cancer. Quand on regarde les classifications d'Albertsen, vous savez qu'il y a une morbidité, un risque compétitif entre le risque de mortalité globale et le risque de mortalité par cancer. Et finalement, quand on regarde ces diagrammes de patients qui n'ont pas été traités mais qui ont juste été suivis, on voit que le patient qui est dans la case en rouge, un patient qui est jeune, porteur d'un cancer agressif, lui, il va mourir de son cancer si on ne le traite pas. Et c'est lui qu'on va guérir. Et c'est lui qui est au cœur de la cible du dépistage. C'est ces patients qu'il faut dépister. Alors quand on parle de haut risque, c'est toujours pareil. Quand on parle de faible risque, de risque intermédiaire, de haut risque, on parle de groupes qui sont hétérogènes. Et finalement, dans un groupe à haut risque, on va avoir des patients qui sont avec un risque un peu plus favorable, des risques intermédiaires et des risques plus élevés. Et quand on accumule les facteurs, si vous accumulez et du PSA très élevé,
et des données cliniques, des extensions importantes et des glisones très importants, alors vous avez des patients qui sont à très haut risque. Donc chez ce patient, quand on discute des options thérapeutiques, on ne va pas vous faire voter, mais globalement, il y a deux options et on est d'accord dans cette situation. Il y a soit la radio-hormonothérapie, qui est le standard, soit le traitement chirurgical. Et le but de ce topo est de parler du traitement chirurgical, mais juste avant, il faut, pour replacer les choses dans leur contexte, se rappeler que le standard, on dit que le standard, c'est la radio-hormonothérapie. On entend ça parfois, le gold standard, c'est la radio-hormonothérapie. Chez les radiothérapeutes notamment, n'est-ce pas Alain? En fait, la radio-hormonothérapie, c'est le gold standard de la radiothérapie. Si vous faites de la radiothérapie chez ce patient, alors il faut faire de la radio-hormonothérapie, puisqu'on a des essais qui ont montré que l'association d'un traitement systémique à un traitement local faisait mieux que le traitement local seul. Et puis, on a montré également que l'association du traitement local et du traitement systémique faisait mieux que le traitement systémique seul. Donc c'est bien le standard pour ces tumeurs de haut risque. Avec quelle radiothérapie? Traditionnellement, c'est des radiothérapies de la prostate et des ganglions. C'est ça qu'on retrouve dans les anciens essais. Mais on a des essais plus récents, notamment l'essai POP-RT, qui va dans le sens d'une radiothérapie de la prostate et des ganglions avec une amélioration de la survie sans métastase chez les patients qui ont une irradiation qui est plus large. Pour l'hormonothérapie, il s'agit d'une hormonothérapie longue. On a de nombreux essais de l'hormonothérapie courte versus longue qui montrent qu'il faut faire une hormonothérapie longue de 2 à 3 ans et peut-être éventuellement réduire à 1 an et demi chez des patients qui ne tolèrent pas, qui ne supportent pas l'hormonothérapie, et ça sur les données de l'essai de NABID que vous connaissez. Donc voilà pour la stratégie thérapeutique classique. Et puis il y a un point qui est important chez ces patients qui sont à très haut risque, donc ce n'est pas le cas de notre patient, mais des patients qui sont avec des ganglions positifs. C'est des patients qui ont plus de 2 critères de gravité, T3, T4, des PSA supérieurs à 40, des glisones 8, 10. On a l'essai Stampede qui a randomisé une radio-hormonothérapie versus une radio-hormonothérapie plus de l'acétate d'abiraterone. Et très clairement, dans cette situation, je vous passe le détail de la population, on a une amélioration de la survie globale chez les patients qui sont traités par radio-hormonothérapie plus abiraterone. Donc là aussi, c'est un grand changement de pratique chez les patients qui sont porteurs de cancer de la prostate de haut risque, de très haut risque, avec les critères dont je vous ai parlé. Il faut rajouter de l'acétate d'abiraterone à la radio-hormonothérapie puisqu'on améliore la survie globale de ces patients. Alors maintenant, on est entre chirurgiens, presque tous des chirurgiens, et on va parler de la chirurgie. Est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie chez les patients porteurs de cancer de la prostate de haut risque? Alors pour sélectionner, vous pouvez avoir le bon sens clinique, vous pouvez utiliser aussi des nomogrammes. Vous savez qu'il y a plein de nomogrammes. Généralement, quand on regarde les nomogrammes, il y a une chance sur 2 pour que les nomogrammes viennent d'une équipe italienne. Et il y a une chance sur 2 pour que l'auteur soit Briganti. Donc là, on est tout à fait dans les statistiques, puisque c'est le nomogramme de Briganti qu'on peut utiliser pour essayer de classer en fait les patients et voir si ces patients sont des bons candidats ou pas. Alors la chirurgie, en fait, c'est une histoire assez ancienne. Les chirurgiens les plus expérimentés savent qu'on a fait de la chirurgie du T3 il y a longtemps. Dans les années 80, on faisait de la chirurgie du T3. Maintenant, on en fait moins. Dans les années 2000, on a vu qu'avec l'apport du PSA, finalement, la chirurgie du T3 était en baisse. Pour autant, on a des données qui sont assez anciennes. Et finalement, ce qu'on voit actuellement, quand on voit les indications de la prostatectomie totale, on a moins d'indications de la prostatectomie totale chez des patients qui sont de faible risque et on s'étend vers les hauts risques avec une typologie des patients qui est particulière. Quand on regarde les patients qui sont opérés, c'est essentiellement des patients qui sont porteurs de cancer de haut risque parce qu'ils ont des scores de glisone élevés, un peu comme le patient que je vous ai montré. Et finalement, quand on choisit les patients, plus on va accumuler les facteurs de risque. Si vous avez un patient qui est glisone 8, un PSA à 40, un T3, plus vous êtes à risque d'avoir un traitement adjuvant derrière. Et donc peut-être qu'un seul critère de gravité, c'est une bonne façon de sélectionner des patients qui sont des bons candidats. Quand on fait de la chirurgie, il faut faire de la chirurgie élargie, c'est le dogme. On sait qu'on ne préserve pas les nerfs de l'érection. C'est une chirurgie qui est un peu comme une cystectomie au ras du rectum. Pour autant, c'est vrai que les choses changent avec les données de l'IRM. Typiquement, chez ce patient qui a 2 biopsies positives, une lésion qu'on voit sur l'IRM, on peut aussi faire du sur-mesure,
plutôt que du prêt-à-porter en emportant tout, et peut-être avoir une chirurgie qui est un peu plus fine, qui permet d'avoir au final des résultats fonctionnels qui sont supérieurs à ceux qu'on pouvait attendre chez des patients chez lesquels on faisait une exérèse plus large. Est-ce que ça marche, la prostatectomie, dans ces hauts risques? Alors la réponse est oui. Ça marche sur le contrôle local. Quand on regarde les séries anciennes, on a 9 à 44% de patients qui sont PT2. Donc on a des patients qui sont porteurs de tumeurs localisées. On a 40 à 78% de patients qui sont PT3 R0, des patients pour lesquels l'exérèse a été totale. Quand on regarde l'efficacité, sur des séries anciennes, celle de la Mayo Clinic, celle du MSK ici, on voit que la survie spécifique à 10 ans, elle est bonne. On est à 92%, plus de 90% à 10 ans. C'est ce qu'on retrouve pour la radio-hormonothérapie. Il n'y a pas d'essai comparatif, on n'a jamais comparé radio-hormonothérapie versus chirurgie. Pour autant, quand on regarde de façon rétrospective, ça donne à peu près les mêmes résultats. Donc c'est des traitements qui sont efficaces. Et quand on regarde des séries plus modernes de prostatectomie, eh bien on retrouve les mêmes résultats. À 10 ans, on a plus de 90% de survie spécifique chez les patients qui ont été opérés. Donc chez des patients qui sont bien sélectionnés, cette chirurgie, elle a du sens. Et évidemment, plus vous allez sélectionner des patients à risque, moins les résultats seront bons, plus vous êtes à risque d'avoir de la récidive biologique, plus vous êtes à risque d'avoir des traitements complémentaires. Est-ce qu'il faut faire un curage ganglionnaire? Alors évidemment, tout le monde dit oui, bien sûr, il faut faire un curage ganglionnaire. Pourquoi est-ce qu'on fait un curage ganglionnaire? On est obligé de faire un curage parce que pour l'instant, on n'a pas d'exploration d'imagerie qui est la spécificité du curage. Alors peut-être que ça va changer, peut-être qu'avec l'apparition de l'imagerie métabolique, le TEP-PSMA, on va changer un peu notre façon de faire, mais pour l'instant, quand vous regardez les scanners, c'est pas très bon pour regarder les ganglions. Quand vous regardez l'IRM, c'est pas mieux que le scanner. Globalement, c'est des imageries qui sont pas terribles. Alors peut-être qu'on va changer avec l'imagerie métabolique. Les nomogrammes qu'on utilise, ça reste tout à fait imprécis. C'est fait sur des séries qui sont rétrospectives. Et puis, il y a des questions qu'on peut se poser. Est-ce que finalement, le curage, est-ce que c'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure stadification? Ou est-ce qu'éventuellement, ça peut participer à l'efficacité du traitement? Est-ce que retirer chez un patient des ganglions avec des micrométastases, est-ce que ça peut permettre d'améliorer la qualité et l'efficacité du traitement? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, quand on fait un curage, il faut qu'il soit large. Globalement, ce qu'on voit sur le diagramme, c'est ce qui est recommandé comme extension du curage. Ce n'est plus les curages ilio-obturateurs petits qui n'avaient pas de sens, en fait. Il faut vraiment aller faire un curage de l'hypogastrique. Alors évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus long, ça saigne. Donc c'est plus dangereux. Pour autant, quand vous regardez les résultats de ce qu'on trouve quand on fait ces curages, on voit que les ganglions positifs, ils sont dans 70% des cas sur le territoire hypogastrique. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas ce curage, et vous avez 7 chances sur 10 de passer à côté de quelqu'un qui a des ganglions positifs. Donc finalement, ce curage, il est assez large. Ça ne sert à rien de remonter au-dessus de l'urtère, mais vous devez avoir un curage qui permette d'échantillonner correctement le territoire de drainage du cancer de la prostate. On n'a pas de preuve actuellement que ce curage, il améliore l'efficacité du traitement. Ce qui est sûr, c'est que ça améliore la stadification. Plus vous avez un curage large, plus vous allez avoir des ganglions positifs et mieux vous allez stadifier votre patient. On a un essai, qui est un essai brésilien qui a été présenté il y a assez longtemps à l'ASCO, qui a mis du temps à être publié, et qui est intéressant et qui est sur 300 patients, curage limité versus curage extensif. Globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a plus de ganglions quand on fait un curage étendu qu'un curage limité. 17 ganglions en moyenne contre 3 ganglions en moyenne, donc on voit plus de ganglions. Ça dure plus longtemps, il y a plus de risque de saignement, il y a plus de risque de transfusion, donc c'est plus morbide. Et puis, on a une meilleure stadification. On voit 5 fois plus de métastases ganglionnaires quand on fait ces curages élevés que quand on fait un curage limité. Donc vous allez mieux stadifier votre patient. Pour autant, dans cet essai, il n'y avait pas de différence en termes de récidive biochimique entre le groupe des patients qui avaient eu un curage étendu et un curage limité. C'est-à-dire qu'à ce jour, on n'a pas de preuve qu'il y ait un impact sur le plan carcinologique de ce curage. Par contre, en termes d'efficacité, d'échantillonnage, très clairement, le fait de faire un curage permet d'avoir une meilleure évaluation des patients.
Et c'est la même chose sur un essai qui avait été fait au Mémorial, qui était un espèce de curage limité un peu étendu versus un curage étendu un peu limité. Et finalement, c'était 12 ganglions versus 14 ganglions. On n'est pas étonné de voir que les deux courbes soient superposées. Tout cela est très logique. Donc le curage ganglionnaire, il faut le faire en termes de stadification. Il n'y a clairement pas d'effet thérapeutique prouvé. Et puis, ça peut être, avec cette meilleure stadification, une réflexion sur la stratégie adjuvante. Est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie? Est-ce qu'il faut faire de la radio-hormonothérapie? Ces éléments du curage ganglionnaire vont nous aider finalement à réfléchir au meilleur traitement chez les patients. Donc pour la prostatectomie, ça a clairement du sens chez des patients qui sont bien sélectionnés. Est-ce qu'il faut faire un traitement systémique en plus de la prostatectomie, comme on fait un traitement systémique en plus de la radiothérapie? On ne fait plus de radiothérapie seule, on fait de la radio-hormonothérapie. Est-ce qu'il faut faire de la prostatectomie plus de l'hormonothérapie? Sur l'hormonothérapie néoadjuvante, il y a beaucoup d'essais anciens qui ont montré que ça permettait de diminuer les marges positives, mais qu'il n'y avait pas d'amélioration de la survie spécifique, qu'il n'y avait pas d'amélioration de la survie globale, donc il n'y a pas d'indication à faire de l'hormonothérapie néoadjuvante avant une prostatectomie. Faire du Casodex avant la prostatectomie, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant de voir aussi, ça c'est un essai que je trouve très intéressant, c'est une petite phase 2 qui montre que le traitement systémique il marche très mal sur le contrôle local. Là, c'est des patients avec des hauts risques qui ont été traités avec une suppression androgénique, plus de l'enzalutamide, plus de l'acétate d'abiraterone. Donc, ils ont eu tous les médicaments possibles systémiques et ils ont été opérés. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que le taux de PT0, le taux de régression totale de la tumeur, c'est 10% sur des hauts risques. Donc très clairement, le geste local, il est majeur chez ces patients-là. On ne peut pas se contenter d'un traitement systémique, mais peut-être qu'il y a besoin d'un traitement systémique, et ça, c'est quelque chose qui est réexploré. Il y a des essais, notamment l'essai Proteus, qui est un essai avec une hormonothérapie conventionnelle plus la palutamide, avec 6 mois de traitement avant, 6 mois de traitement après. Et peut-être qu'avec ces hormonothérapies de nouvelle génération, ça va changer cette idée qu'on avait du non-intérêt d'un traitement néoadjuvant pour la prostatectomie. Donc des choses à suivre. Voilà. Prostatectomie versus radiothérapie, est-ce qu'il y en a un qui fait mieux que l'autre? Bien, on ne sait pas, puisqu'on n'a que des données qui sont rétrospectives. Et il y a un seul essai, qui est l'essai SPCG15, qui est en cours actuellement dans les pays nordiques, qui randomise prostatectomie versus radio-hormonothérapie dans cette situation-là. Là encore, des choses à attendre. Donc au final, pour le cancer de la prostate à haut risque, c'est vraiment la cible du diagnostic précoce individuel. Quand on réfléchit aux modalités de dépistage, finalement, c'est ces patients-là qu'on veut trouver. Ça a peu d'intérêt de trouver quelqu'un qui a 2 foyers de Gleason 6, chez qui on va faire de la surveillance active et qui va basculer d'une situation où il n'avait pas de cancer à un cancer. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver ces cancers qui présentent un risque vital pour les patients. Et c'est vers ce type de dépistage qu'il faut aller. Le pronostic vital de ces patients est clairement engagé si on ne les traite pas. On a besoin d'un traitement multimodal. Quand on fait de la radiothérapie, c'est sûr. Quand on fait de la prostatectomie, on réfléchit toujours au traitement adjuvant, l'hormonothérapie, enfin la radiothérapie adjuvante ou la radiothérapie de rattrapage précoce, ou éventuellement la radio-hormonothérapie. Donc c'est quand même des patients chez lesquels il faut avoir un discours qui implique dès le moment du diagnostic, dès le moment de la stratégie thérapeutique, les possibilités d'un traitement multimodal. Quand on fait de la radio-hormonothérapie, c'est de la radio-hormonothérapie avec une hormonothérapie qui est longue et plus éventuellement de l'acétate d'abiraterone chez les patients qui sont à très haut risque. Et puis quand on fait de la chirurgie, c'est chez des patients qui sont sélectionnés, chez lesquels on pense qu'on aura une exérèse totale, donc on doit avoir un objectif de R0 qui est important, avec un curage étendu. Et puis cette question des traitements néoadjuvants, adjuvants, qui reste du domaine de la recherche clinique. Voilà, je vous remercie.